On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. C'est quand même pas tous les jours qu'on décide de partir, faire le tour du monde, de quitter son emploi. Les enfants doivent faire l'école avec les parents durant cette année-là. C'est tout un périple. Bien, c'est le cas de la famille Bessette-Vincelette qu'on reçoit à l'instant. Et ces gens-là, et les enfants, entre autres, reviennent bien sûr ici, reprennent la vie normale, c'est vrai, mais avec des souvenirs impérissables. Vous savez, parfois, on voit ça dans certains reportages de façon occasionnelle dans les médias. Une famille qui part faire le tour du monde. Il y en a qui le font de différentes façons. Et il y a toujours quelque chose d'un peu magique dans tout ça, puis d'un peu mystérieux de savoir comment les gens ils se sont organisés, comment ils ont vécu ça, ce qu'ils en ont retenu, puis également comment le retour à la vie normale s'est effectué par la suite. Bien, on va tracer aujourd'hui un peu le portrait de cette belle famille qui est avec nous, qui est revenue d'ailleurs à l'été dernier, donc après presque un an de périple autour du monde. Donc, je vous présente nos invités. D'abord, Cathy Bessette, qui est la maman, accompagnée de son plus jeune, Jacob, qu'on salue également. Donc, bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné d'Émeric Vincelette, bonsoir. Bonjour. Noah Vincelette, bonsoir à toi. Bonsoir à vous. De même que papa Denis Vincelette, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, expliquez-nous tout d'abord un peu comment le projet a commencé, au-delà du rêve, de l'idée. À partir de quel moment c'est devenu concret? On en parlait depuis plusieurs années. C'était quelque chose qu'on voulait faire, mais on attendait que les enfants soient assez grands pour s'en souvenir. Puis, je vous dirais, à peu près 5 ans avant la date de départ, on a dit, OK, il faudrait que Jacob, qui est le plus jeune, ait à peu près 8-9 ans. Finalement, mon conjoint m'a dit, j'aimerais peut-être mieux 10 ans. Donc, on est parti l'été de ses 9 ans, mais il ne fallait pas dépasser le 15 ans pour le plus grand, parce qu'à partir du secondaire 4, au niveau scolaire, c'est un petit peu plus complexe. Donc, 5 ans auparavant, on a vraiment fixé la date. On a dit, OK, 2017, c'est la date. Donc, ça faisait 5 ans que ce voyage-là était préparé? Ça faisait plus de ça qu'on en parlait, mais vraiment 5 ans avant, on a dit, OK, là, il faut mettre une date au calendrier, sinon on ne le fera pas. Mais durant ce 5 ans-là, est-ce qu'il arrive parfois des moments où tu dis, ben, finalement, on pensait, mais ça n'arrivera pas, ou je ne sais pas, est-ce qu'il arrive des embûches ou d'autres enjeux qu'on n'a pas vu venir qui met en péril le projet? Nous, on n'a pas vécu ça. Nous, on a mis la date sur le calendrier et c'est devenu une discussion commune dans la famille parce qu'on voulait que les enfants, ça ne soit pas une surprise pour eux. Donc, on en parlait régulièrement avec eux. On en parlait avec nos proches aussi. Puis, ça faisait partie un peu de notre quotidien parce qu'on en parlait vraiment sur une base régulière. Les gens autour de nous disaient « Oui, mais vous partez en voyage. » Il y a quelques personnes qui nous ont dit « Oui, on a hâte de voir. » Ça va-tu Il y avait des sceptiques? Oui, il y avait des sceptiques. Beaucoup? Ouais. Quelques-uns. Mais Pourquoi ils étaient sceptiques? parce que ça sort un peu de l'ordinaire. C'est quand même un engagement de dire on quitte tout. Nous, on avait déjà nommé qu'on quitterait nos emplois s'il n'y avait pas d'accommodation qui se faisait au niveau milieu professionnel. Donc, c'est vraiment de dire go, on lâche tout pour faire partir à l'aventure. Donc, il y avait quelques sceptiques. Puis, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne l'ont pas nommé. Il y a d'autres qui savaient qu'on le ferait parce qu'ils nous connaissent bien. Donc, c'est comme ça que ça s'est placé. Et comment l'itinéraire a-t-il été établi? L'itinéraire de base était de partir 1 an en Australie. Le voyage initial, là, les premières discussions étaient de partir 1 an en Australie. Finalement, à force de discuter, de jaser, on a dit, puis de voir les visas aussi pour partir, comment ça fonctionne, on a dit, OK, on est proche de la Nouvelle-Zélande, on va à la Nouvelle-Zélande. Finalement, les enfants, un soir, on était à la maison, on écoutait l'émission Découverte et ils ont montré un reportage sur le parc De Yellowstone. Yellowstone. Et ils ont dit, maman, on veut voir ça. Donc, on a dit, OK, on est au Canada, on n'a pas vu encore tout notre pays. On a vu beaucoup de notre province, pas notre pays. Bon, on pourrait faire le Canada. Ensuite, on a rajouté l'Ouest américain. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, en discutant. Mon conjoint avait vraiment, depuis longtemps, le désir d'aller en Afrique. On a dit, bon, ben tant qu'être proche de là aussi. Ça s'est rajouté, oui, là, ça s'est fait au fil du temps, des discussions avec des gens qui nous ont dit, ben tant qu'être là-bas, vous pourriez faire un détour pour aller voir telle chose, telle chose. J'ai une ancienne collègue de travail qui avait resté 5 ans à Singapour. Donc, elle nous a vanté les mérites de l'Asie, toutes les belles choses à découvrir là-bas. Donc, c'est au fil des discussions des années. 5 ans avant, c'était pas ferme, le trajet encore. Ça s'est vraiment finalisé dans les dernières années. Bon. Émeric, donc, toi, au moment où tes parents ont commencé à te parler du projet, tu avais quoi, à peu près 10 ans? Environ. Mais on en avait déjà entendu un petit peu parler avant. Mais oui, environ vers mes 10 ans, ça commençait à vraiment être plus concret. Déjà, je comprenais plus c'était quoi l'idéologie derrière la chose. Je savais plus qu'est-ce qui m'attendait, même si c'était pas encore vraiment concret. Quand on est rentré dedans, c'était vraiment... On a compris c'était quoi que ça voulait dire les années antérieures.
Bon, dans ton cas, à toi, étant le plus vieux, durant les 5 dernières années, tu es passé un peu d'un statut d'enfant à adolescent. Ouais. Est-ce que le fait de savoir que plus les années avançaient, tu allais quitter aussi tes amis pendant une année, est-ce qu'il y a eu des moments pour toi où tu as eu certains doutes sur le fait de participer ou non, ou vraiment pas, où tu as tenu le fort jusqu'au bout? Honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec ça. Mes amis proches, ils ont toujours été au courant que j'allais partir. Ouais. J'ai un meilleur ami en particulier que lui, il l'a toujours su. Puis il était au courant que j'allais quitter. Le quand, je le savais pas encore, mais quand j'ai eu la date, j'ai dit « cette année-là, je serai pas là ». Mais on a eu des discussions ensemble puis on s'est parlé. Mais pour mon social, en gros, ça a bien été. Donc, il n'y a jamais eu, comme on dit en bon québécois, de moment de dire on va te choquer, comme on dit. Non, vraiment pas. Non. J'étais à fond dedans, puis j'avais pas de raison de ne pas le faire. Bon. Noah, toi, tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 12 ans. 12, bon. Toi, comment tu as vécu ça, là, la préparation et même aller jusqu'au départ du voyage? Personnellement, à partir des 2-3 années avant le départ, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Moi, dans ma tête, là, c'était « OK, il y a un voyage d'un an qui va se faire. Je sais pas quand, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Sinon, c'est ça. Fait à 2 ans avant le départ, c'est là que je me suis rendu compte qu'on allait faire un voyage d'un an. Que c'était gros, c'était grand, que genre on allait voir beaucoup de choses, qu'on allait vraiment découvrir, qu'on allait partir pour vrai pendant 1 an. J'ai été surpris quand je l'ai vraiment réalisé, puis que j'ai allumé. Fait que c'est ça là. Puis à ce moment-là, je me dis, hey, c'est intense là. Tu réalises que tu vis quelque chose à la limite inimaginable. Ouais. Faire le tour du globe comme ça, c'est quand même un très gros projet. C'est intense. Ouais. Moi, je trouvais ça comme... Moi, je sais pas, parce que quand ça veut dire, c'est vraiment vers le commencement, quand on commençait à se préparer, j'étais comme, OK, mais avant ça, j'étais pas sûre. Tu sais, parce que ça a commencé avec une série d'événements. Ouais. On commence avec... on a déménagé dans les mois antérieurs. On commençait à préparer plus, à aller chercher... On remplissait des backpacks. Puis on les remplissait, on allait chercher les affaires pour. Puis là, ça signifiait vraiment quelque chose. Puis là, on commençait à aller chercher un peu partout comment on pourrait, en un petit espace, mettre le plus de choses, du linge, tout le kit de base pour être capable de bien faire. Là. Bon. Denis, expliquez-nous un peu. Évidemment, on parlait de l'idée tantôt, on parlait de cette préparation, on parlait de l'impact également sur vos emplois respectifs et tout ça. Bref, comment la logistique pour vous s'est-elle opérée pour préparer ce voyage-là? En fait, dans la gestion du changement, c'est de leur en parler vraiment beaucoup. Et puis concrètement, c'est les enfants, même moi, quand tu commences à acheter du stock, c'est là que ça commence. C'est là que ça start, c'est là que tu te mets dedans. Et puis, bien, côté logistique, on a géré ça en douceur. On est comme parti avec notre véhicule. On a vendu un véhicule, on est parti avec un véhicule, on l'a tout bourré, on a fait le Canada et les États-Unis, puis après ça, on s'en est débarrassé, puis on a traversé l'autre côté, puis on est allé à Hawaï, puis on est parti en avion. T'sais, quand on a comme... C'est un peu comme une navette spatiale. On a laissé notre véhicule en arrière, puis on est parti en avion. C'est un peu le principe, là, c'est ce qui s'est passé. Fait que ça s'est fait en douceur. Le choix de locomotion, parce que parfois, on l'a déjà vu, des gens qui partent en voilier pendant 1 an avec leur famille. Vous, dans le fond, ce choix-là de vous déplacer, le choix de locomotion, comment a-t-il été établi? Je comprends que dans le cas de la partie canado-américaine, vous l'avez fait en véhicule. C'est simple. Mais pour le reste, est-ce que pour vous, c'était déterminé qu'il fallait le faire en avion, en train, en autobus, en bateau, je ne sais trop? Selon non. Non, il fallait vraiment s'adapter avec le territoire qu'on avait, mais une chose qui était sûre, c'est qu'on n'était pas pour faire de la navigabilité. On n'allait pas naviguer. C'est ça. Le bateau, c'était pas une option, à moins de faire un petit tour de yacht en quelque part, là, mais à part ça, c'était pas une option. Fait qu'on savait qu'on n'était pas pour jouer dans un avion, dans un autobus, dans un train. Bon.
Économiquement, qu'est-ce que ça impose? Parce que c'est quand même, vous êtes une bonne famille, vous êtes 5 têtes. Il y a quand même des dépenses à voyager. Je comprends qu'on peut voyager intelligemment. On épargne des sous pendant un certain nombre de temps. On sait que pendant un an, on va être privé de revenus aussi. Comment on gère cet enjeu-là, qui est quand même un enjeu important? Oui, tout à fait. Bien, Cathy, c'était la ministre des Finances. Ah, c'est elle, la ministre des Ah, Finances. c'est elle, la ministre des Donc, je vais te poser la question, c'est correct. Donc, comment on a préparé les finances des revenus et des dépenses de ce voyage-là, de l'absence de revenus et des dépenses encourues? C'était comme... C'est lui qui dépensait? Non. Non, OK. En fait, quand on a mis un X sur le calendrier, on a appelé notre conseiller financier pour on a dit ça, c'est le plan. OK, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est ça, il fallait l'orchestrer. C'est sûr qu'au début, on voulait vendre la maison. On ne l'a pas vendue parce qu'on ne voulait pas la vendre à perte non plus. Donc, on a fait des choix de la louer, tout ça. Mais on s'est vraiment fait accompagner de notre conseiller financier qui nous a dit OK, le planning devrait se faire comme ça parce que c'est quoi le budget que vous voulez, c'est quoi environ que vous voulez avoir. C'est sûr qu'il y a des sacrifices à faire. Liberté 55, ça ne sera pas pour nous parce que c'est sûr qu'il y a des conséquences financières, mais c'est vraiment d'y penser un peu d'avance. Nous, on n'avait pas d'année différée. Il y a des gens qui ont cette option-là. Nous, on ne l'avait pas. Donc, c'est juste une planification. Vous travaillez dans quel domaine? Moi, je travaille en ressources humaines. Ressources humaines. Mon conjoint en Moi, je suis en amélioration continue. Amélioration continue. Bon, et finalement, est-ce que vous avez dû démissionner de vos boulots respectifs ou pas? Oui. Les deux? Oui. Ah oui, Les deux. vraiment? Oui. Moi, j'ai eu la chance d'être réembauchée à mon retour OK. par la même entreprise. Mon conjoint vient... Un peu moins. Un peu moins, c'est ça. Lui, il recommence à travailler la semaine prochaine pour... OK. non. Oui, Mais toujours dans le même domaine. tout à fait. Toujours dans le même Pas domaine. vraiment sûr, parce qu'il fait un travail, donc ça, il change. C'est bon, ça, l'opinion des enfants, quand Ouais. Mais d'après moi, il va se mettre dedans. Ben oui, ben oui. Bon, l'impact scolaire. Oh. L'impact scolaire. parce Moi, je que suis là- la ministre des Finances, mais lui, c'est Ah, le OK, ministre c'est le de ministre de l'Éducation. l'Éducation. Ouais, c'est moi, Comment c'est le on ministre de organise ça, l'Éducation. des enfants qui ne vont pas à l'école pendant un an? Bien, en fait, on s'assoit avec les directeurs, puis D'école. on se fait un plan, oui, les directeurs d'école, on se fait des plans de match, on pose des questions, et puis on achète les livres qu'on a besoin. On est parti, on a eu la chance de se promener avec une espèce de notre valise grise qu'on appelait. Fait qu'on avait tous les livres, secondaire 3, 3e année, 6e année. Et puis, au niveau du primaire, c'est pas Ça se fait. Je veux pas dire que c'est pas un gros défi, c'est pas vrai, mais ça se fait. OK. Secondaire 4, je ne l'aurais pas mangé comme j'ai mangé le secondaire 3. Là. Secondaire 4, ça aurait été un petit peu plus rock'n'roll. C'est pour ça qu'on avait la fenêtre de cette année là, pour faire le voyage. Là, parce que Émeric, c'était plus simple pour moi de donner secondaire 3 que de donner secondaire 4. Lui, il a fait son secondaire 3. 3 durant le voyage. Exact. Dans ton cas, lui, 6e année. la 6e et lui, la Troisième année. 3e année. Oui. OK. Et le partage du temps, il se fait comment là-dedans? À quel moment on décide? On est en voyage, on est en déplacement. Comment on dit là, c'est la discipline, c'est l'heure, il faut... On Ouais, avait ben, de été- façon hebdomadaire. Hein, chaque semaine, on se disait, bon, là, on a cette slot-là, cette slot-là. On a des plages horaires définies qu'on se lance à peu près 3-4 jours dans la semaine, des matinées. Là. On avait besoin entre 12 et 16 heures de cours par semaine. OK. Fait que, c'est un peu ce que... Et au retour, la reconnaissance des acquis, des diplômes, c'est relativement bien fait? Oui, tout à fait. Au niveau des examens et tout ça? Ouais. En revenant, premièrement, j'ai dû avoir mes examens parce Ouais. que je les avais pas eus durant l'année. Donc, c'est comme si j'avais été en reprise. Les 2-3 semaines environ, en revenant, j'ai dû étudier. J'ai trouvé ça un petit peu dur, le retour à la réalité, mais j'ai passé à travers, puis OK. je suis quand même fier de ça. Et toi, Noah, l'école durant le voyage, comment tu as trouvé ça? Premièrement, j'ai été surpris de mon père. Il a retenu, je sais pas comment affaire, son école à lui et ensuite la nôtre. Excusez, là, mais c'est littéralement une entreprise ou une machine dedans une personne. C'est incroyable. C'est un robot. Oui, vraiment, vraiment. Là. Moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça faire l'école en voyage. Ça me permettait d'avoir un autre endroit qu'une place fermée, en carré, C'est différent. avec ton bureau dans ta face, puis une feuille dont tu te dis « Mon Dieu que c'est poche ».
Tandis que là, exemple on faisait, je sais pas, là, on faisait l'école dans un hôtel, mais exemple, on avait une belle vue, on ouvrait la fenêtre ou on ouvrait la porte patio, puis là, on arrivait, on se mettait dehors pendant 2-3 minutes pour relaxer un petit peu, puis après, on revenait au devoir, puis c'était super agréable. Te rappelles-tu de notre premier devoir? Notre premier devoir de notre année partie, on était en Australie, puis on était dehors. Il y avait une petite table sur un balcon. Puis on était... Oui, on regardait... On était un petit peu dans la forêt. On était dans un hôtel. Puis on était assis. Puis on faisait nos devoirs. Puis il y avait comme... T'entendais plein de bruits d'animaux puis de bestioles. C'était inspirant. Moi, je trouvais ça agréable avec le petit vent qu'il y avait. Un cours de maths sur une plage de sable volcanique ici. Si on parle du voyage en tant que tel, donc, première partie, Canada-États-Unis. Oui. Ça a duré combien de temps à peu près? 1 mois et demi? 6 semaines, oui. OK. C'est quoi les faits marquants de ce que vous retenez de la portion Canada-États-Unis du voyage? Premièrement, traverser le Canada, c'est long, mais les gens nous avaient un peu découragés de le faire, disant tu perds du temps, c'est long pour rien. Puis finalement, on a été contents de le faire, de découvrir les paysages. C'est sûr que c'est beaucoup de routes, mais ça valait la peine de le faire. L'Ouest canadien, écoutez, nos rocheuses sont magnifiques, là. Puis notre coup de cœur, je vous dirais, au-delà du Grand Canyon, dans l'Utah, ils ont des parcs nationaux incroyables. Puis c'est sûr que le parc de Yellowstone aussi, là, C'était pas juste cool, c'était beau, puis c'était tout des morceaux à la fois. Puis ça, j'aimais ça, je trouvais ça cool. C'était tout un peu... différent. Ouais. Et là, ensuite, vous avez traversé du côté d'Hawaï. Oui. Là, vous êtes resté là combien de temps à Hawaï? 2 semaines. 2 semaines? Oui, une semaine par île. On a fait 2 îles. Et le fait marquant d'Hawaï, c'est quoi? Le bon ou le mauvais? Il y a du bon? Oui, il y a vraiment. du Ah, c'est puis il y a quoi? du mauvais. Il y a les deux extrémités. Il y a de l'excellent et il y a... OK. Parce Mais qu'il c'est faut dû à savoir- quoi? Juste pour comprendre. Il faut savoir que quand on a... Ça a été les premières choses qu'on a cédulées formellement dans le voyage. Ça a été le logement sur l'île d'Hawaï, sur l'île de Hawaï, où Honolulu. Et ça marquait un camping 3 étoiles sur le bord de la mer. On a dit « Wow! À Hawaï, faire du camping sur le bord de la mer, extraordinaire. » Finalement, ça s'est avéré un désastre. C'était vraiment loin de ce qu'on connaît en termes de critères de camping. C'était vraiment épouvantable. Fait que ça a été une semaine assez difficile. Il n'y avait pas de douche intérieure, il y avait des toilettes à moitié accommodantes, mais pour le reste, les îles d'Hawaï sont magnifiques. Là. Il n'y a absolument rien à redire. Bon. Après Hawaï, c'est quoi l'autre destination? C'est Australie. Australie-Nouvelle-Zélande, c'est ça? Australie-Nouvelle-Zélande. C'est les deux pays qu'on a été le plus longtemps. Ben, à part l'Asie, parce que l'Asie, on faisait des pays, c'était long, mais C'était plein de petits pays. c'était plein de petits pays, tandis que l'Australie, c'était 3 mois dans le même pays. OK. Vous êtes resté 3 mois en Australie? Oui. On l'a fait de fond en comble, l'Australie. On a fait le tour au complet. On est arrivé à Sydney. On était dans un Airbnb. Non. Non, une auberge de jeunesse. On était dans une auberge de jeunesse. Ensuite, on est monté. On a fait comme un M parce qu'on est allé jusque... C'est quoi le nom de Les la... terres du milieu. Je là, dirais ouais. Ouais. Alice Spring. Alice Springs. Plus un cœur. Puis, Ah, t'as c'était- raison. puis après ça, on est remonté. Puis on a fait tout le tour. Puis on est revenu à Sydney à la fin du... OK. l'Australie. Donc, un bon 3 mois en Australie, Oui. suivi de la Nouvelle-Zélande? Oui. Ouais, 2 mois. La Nouvelle-Zélande, c'était... Ce qui est arrivé en Nouvelle-Zélande, c'est qu'on connaissait une personne que moi, j'ai jamais connue, en fait. C'était comme, je suis née. J'étais comme, elle était là, puis quand je suis née, elle est partie. Bon. Un échange Attends étudiant. une minute. Et là, après l'Australie-Nouvelle-Zélande, là, vous avez pris quoi? Le chemin de l'Asie, Denis? Oui. Oui, tout à fait. Fait Donc, qu'on est allé- quel est l'itinéraire que vous avez eu du côté de l'Asie? On est arrivé à Singapour, c'est Oui. ça? Fait qu'après ça, il y a eu l'Indonésie. On a fait un tour à Bali, puis Jakarta, puis là, on est sauté en Asie du Sud. Fait que là, ça a été le Vietnam, le Laos, la Thaïlande. OK. C'est quoi le point commun? Oui, tu voulais dire quelque chose? Il manquait Dubaï. Non, Ouais, attends, on oui, est c'est rendu vrai, là. Dubaï, c'est en Asie, t'as C'est vrai. raison. Ouais, c'est vrai, c'est honnête. OK. Donc, une grosse portion en Asie. C'est quoi le fait marquant de l'Asie pour vous? Moi, Les temples. pour moi, Les temples? OK, toi?
Ouais. Ouais, les temples. La nourriture. La nourriture? La nourriture. Au début, personnellement, je ne capotais pas. L'Asie, elle m'inspirait vraiment pas confiance. Là. Ma mère m'a dit en voyage, on s'en va en Asie. J'ai fait, hey, c'est la fin du monde. Finalement, on est rentré en Asie. La première ville qu'on a faite, comme mon père a dit, c'est Singapour. J'ai vraiment un coup de foudre sur cette ville-là. Je l'ai adorée. On a passé ma fête là-bas. Faut que tu dises pourquoi. Pourquoi tu as adoré Singapour? Ouais. C'est que, explique le système de voiture. Ouais, c'est dans le fond, moi, je suis plutôt un gars de ville. Je traite beaucoup ces chars, puis genre. En tout cas, c'est ça là. Puis j'adore les voitures, tout. Et Singapour, c'est une ville de. T'en as pour ton goût, là. Ouais, Ouais, de c'est ça, luxe, de exactement. riche, OK. tout. Puis ouais, j'ai beaucoup aimé regarder ça. Donc, Asie, au début, ça m'inspirait pas confiance. Quand j'étais en Asie, je me sentais pas chez moi, j'aimais pas ça. Ouais. Genre, même les beaux moments, même les belles places où est-ce qu'il y avait des super belles villes ou des beaux paysages, des gens super fins, j'étais comme... Je me sentais pas très, très bien là-dedans. Finalement, après les 3 mois, au début, je pensais que c'était mon pire pays, mais c'est devenu mon pays préféré. Le temps va quand même assez vite. Donc, après cette portion Asie, on s'en va quoi, en Europe? On a fait un petit arrêt à Dubaï pour faire plaisir aux garçons parce que c'était le désir. Après, on a fait 3 semaines en Afrique du Sud. Fait qu'on a fait le nord de l'Afrique du Sud pour faire des safaris, voir les bêtes et tout ça, pour finir par Cape Town, qui est la ville la plus au sud du continent. Donc, on a fait la région de Cape Town. On a terminé par Rome une semaine, puis Paris une autre semaine. Parce qu'au départ, dans le trajet, on voulait faire aucun endroit que moi et mon conjoint, on avait fait au préalable, sauf Niagara Falls parce que ça fait partie du Canada, puis Paris parce que c'est une demande spécifique des enfants de finir sur Paris. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez senti que votre sécurité était compromise? C'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Anecdote. Dans quel pays? On était en Afrique. En Afrique? Afrique du Sud. Oui, c'est ça, Afrique du Sud. On arrive... À Johannesburg? Oui. On arrive, mais déjà là-bas, en Afrique, les personnes ils ont un teint, noir. Mais on arrive là, puis le monde, il inspire pas confiance, mais vraiment pas. Il y a des barbelés partout, c'est un contexte assez dur. On l'avait lu là, que Johannesburg était une ville un peu plus... Puis quand on s'est promené, on avait un camper Maui qui était comme très gros, c'était marqué touriste partout sur nous. Là. Puis c'est une ville qui nous inspirait pas trop confiance à cause de l'ambiance, je dirais. Okay. Mais vous n'avez pas été pris dans des situations? Jamais, non, pas du tout. Juste un sentiment de... Oui. On n'était pas à l'aise. À l'aise. Exactement. Mais sans plus. Au niveau culinaire, est-ce qu'il y a eu des belles surprises ou des méchantes surprises? Ah, des bonnes surprises. Elle a dit des bonnes, je ne sais pas. Il y a eu différentes surprises selon les endroits dans le monde. C'est sûr qu'il y a des endroits qu'on a préférés. Même dans une même ville, selon une soirée, on est allé à telle place. Il y a des places qu'on a vraiment, à la limite, très détestées. D'autres que c'était plutôt bien, même très agréable, qu'on retournerait. Exemple, un mets culinaire. C'est pas de la grosse gastronomie, c'est en Australie. Ils font un sorbet à la mangue. Le sorbet, là, parce que nous, dans tout le voyage, on goûtait à des crèmes glacées, des sorbets partout dans le monde. C'était notre rituel. Okay. On prenait notre pause de crème glacée régulièrement. Devenus des experts en sorbet. Oui, oui. En dégustation. Imaginez une mangue fraîche, est molle, est juteuse, est sucrée, mais en sorbet. Ouais. Donc, vous avez tous les meilleurs éléments de la mangue, mais en sorbet, c'était délicieux. L'Asie aussi, on a pris du temps avant d'essayer la nourriture de rue en Asie parce qu'on était un peu craintifs. Finalement, mon conjoint s'est risqué et ça a été un succès. Donc là, vous avez la tête remplie d'images. Oui. Un retour à la vie normale qui se passe quand même assez bien au niveau du travail, au niveau de l'école. C'est... Comptez pas sur moi pour vous en parler. Non, c'est difficile. OK, tu es en secondaire 1? Oui. La transition, je pense que c'est pour lui que ça a été le plus difficile. C'est difficile au niveau scolaire. Toi, là, tu es en 4? En secondaire 4. Moi, je trouve que ça va plutôt bien. Je m'attendais à pire, honnêtement. C'est pas la meilleure chose au monde, là, mes notes, mais ça va plutôt bien.
Puis le tout petit, ben... Ben, moi, ça ne m'a pas dérangé, mais je trouvais... Quand ma mère, elle me dit, on part dans une journée, je suis comme... On va revenir comme toutes les autres, là. OK, t'as pas vu donc la Non, routine lui, est- ça a s'est été lui qui a rétablie. réintégré. Ben, J'ai pas vu le changement parce que j'ai déjà voyagé, fait que... t'as beaucoup d'expérience, c'est très vieux, hein? C'est ça, ouais, c'est ça, moi, ça. Une vieille âme. Une Oui, vieille âme. exactement. À vous cinq, merci beaucoup de nous avoir raconté ce récit, ce projet de famille. Puis je pense probablement que ça va marquer vos vies, évidemment. Effectivement. Jusque pour des décennies encore. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente la conclusion. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Jeudi, le 24 janvier, le Comité culturel du Haut-Richelieu organise une conférence sur la culture numérique. Donc, si vous avez de l'intérêt, vous pouvez acheter des billets via, bien sûr, l'ASPEC du Haut-Richelieu. Chaque semaine, des extraits, bien sûr, des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et l'émission se retrouve également sur notre site Internet si vous la manquez. Et il y a bien sûr le télébingo dimanche matin, 9h30 en direct. 4 000 $ en prix, 30 dépositaires, bien sûr, pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire. À demain!